Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du Sel de la Vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Sandrine? Eh bien, j'ai 46 ans, je suis infirmière, je suis maman de 2 enfants, un garçon de 20 ans et un petit garçon aussi de 12 ans. Voilà, je suis infirmière depuis 96, diplômée depuis 96 et je suis titulaire d'un bac lettres et maths. D'accord. Et après, je me suis dirigée vers des études d'infirmière. Tu es infirmière à domicile? À domicile, oui, depuis 2004. D'accord. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire de vie? Alors, mon histoire de vie, on va commencer, je suis issue d'une fratrie de 5 enfants. Voilà, donc 4 enfants issus d'une première union et moi d'une seconde union, ce qui peut expliquer aussi les différences que j'ai pu subir et endurer, tout en restant une petite fille dans son coin qui ne s'est jamais exprimée, qui ne s'est jamais rebellée. Et j'ai toujours été, on va dire, sous la coupe d'une mère très dominatrice. Et je me suis faite comme ça, en fait. Voilà. Quand tu dis le fait que ça soit deux fratries distinctes et que tu étais la seule finalement D'une deuxième union, oui. Ça a généré quelque chose de... Ça a généré beaucoup de jalousie et beaucoup de méchanceté à mon égard. D'accord. Voilà. Donc dans ton enfance, tu as été baignée dans cette ambiance-là? Dans cette ambiance-là, oui, par ma sœur principalement, qui a passé son temps à me jalouser, à me dénigrer et à être très méchante. Voilà. C'était plus en termes verbal? En termes verbal, oui, tout à fait, oui, en me D'accord. rejetant constamment. D'accord. Donc là, j'ai connu les premiers, on va dire, c'est maintenant avec le recul que je sais, les premières émotions positives et négatives, les ascenseurs émotionnels. D'accord. Voilà. D'accord. En fait, tu ne sais pas si tu es aimé ou si tu es détesté. En fait, tu ne sais pas où vraiment est ta place. C'est toujours ambivalent en fait. C'était ambivalent, ça ne l'est plus du tout. Oui. Ce sont des gens qui font plus partie de ma vie. D'accord, ok. Voilà. Donc tu as une enfance donc chaotique. Chaotique, avec des parents qui se disputent constamment, avec un papa alcoolique et très violent, et une maman très très violente verbalement et très castratrice. Voilà. D'accord, ok. Très dominatrice. Alors quelle a été ta porte de sortie par rapport à ça? Ben, j'en avais pas quand j'étais adolescente. De toute façon, il fallait que j'exécute toujours tout ce qu'on me disait. Moi, je voulais faire de la gymnastique rythmique et artistique pour après faire du rock acrobatique. Bon, on m'a imposé de faire du basket, de faire du tennis et de la natation. Voilà, je voulais faire du saxophone, on m'a imposé de faire de la guitare. Voilà, après, les tenues vestimentaires, j'avais pas le droit de choisir. Les études que j'ai fait, j'ai pas eu le droit de choisir. Moi, je voulais faire procureur de la République, je voulais pas faire infirmière. Et tout m'a été imposé, voilà. Alors quand tu as finalement pris ton envol, donc que tu as pu partir de chez toi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors jusqu'au temps que maman était encore en vie, je n'osais pas vraiment me rebeller et m'affirmer parce que de toute façon, après, il fallait continuer à affronter son regard et affronter les remarques. Donc, j'avais pas cette âme de guerrière et cette âme de rebelle du tout, du tout. Alors, mon premier tatouage date de 96, mais il était très, très caché. Parce que moi, le tatouage, pour moi, c'est pas un phénomène de mode du tout. Pour moi, c'est vraiment l'empreinte d'une histoire et aussi l'empreinte d'un artiste qu'on peut mettre sur son corps. Et c'est la seule chose qu'on emportera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Donc voilà. Tu veux dire que le tatouage a été donc une ressource pour toi pour aller mieux, pour te Pas pour aller mieux, c'était en fait ma façon à moi d'avoir cette infime appartenance de quelque chose que j'étais admirative, mais il fallait que je le cache parce que si en effet, même en 96, j'avais 22 ans, on avait vu que j'étais tatouée, je me serais fait scalper, quoi. C'était pas possible. C'était attribué aux toxicomanes, aux mauvaises personnes, aux anciens détenus, c'était attribué à tout ça, c'était pas attribué aux gens, on va dire, entre guillemets, de bonne famille, quoi. C'était pas possible. Donc là, la seule chose qui finalement t'appartenait encore, c'était ton corps, vu que tu devais faire tout ce qu'on te disait, oui. Et ta façon de t'approprier ton corps, ça a commencé par le tatouage. Tout à fait, D'accord. Tout à fait, oui.
Alors même au début, quand j'ai commencé à me couper les cheveux, c'était arrête de couper aussi court, et puis t'as les cheveux noirs comme ton père. En fait, à chaque fois, on me rattribuait toujours cette image, et tu te maquilles comme ça, et ça me fait penser toujours du côté de la famille de mon père. Enfin, en fait, j'ai jamais eu le droit d'avoir ma propre entité. J'étais toujours, alors t'as les cheveux noirs par rapport à un tel, t'es maquillée par rapport à une telle. Si tu fais comme ça, c'est parce que, en fait, mais moi, au final, on s'est pas jamais posé la question si c'était moi qui avais vraiment envie de ça, quoi. Ouais, Alors que moi, je recherchais pas une identité, moi, je voulais simplement être comme ça, quoi. Mm, mm. Et en fait, c'était pas envisageable que je puisse être comme ça. Alors, Puisque je suis la seule un petit peu rebelle de la famille. oui, c'est ce quoi. que j'allais dire. Donc, Ouais. j'allais dire, dans la famille, du coup, tu as eu une place en plus particulière. J'ai une place particulière et puis ça n'a pas été facile on va dire, de m'imposer, mais j'essayais de m'imposer indirectement. Mais alors, du coup, je me prenais les brimades de ma sœur, je me prenais les réflexions de ma mère. Voilà, il n'y a que mon grand frère Eric qui me disait jamais rien. En fait, il m'observait à distance. Mhm. Il disait jamais rien. Et puis, voilà. Et puis les deux autres, ils rigolaient de mes conneries. Mais voilà. Mais j'étais la seule à peu près à se taire, en fait, à subir. Mais qui faisait quand même son petit bonhomme de chemin en toute discrétion. Mais voilà, quoi. Alors, comment après on se construit en tant que femme Comment sont passées après tes relations de couple, etc. avec une enfance comme ça? Comment on grandit? Alors mes relations de couple, elles ont été catastrophiques de toute façon, puisque je suis dans l'exigence extrême envers moi-même et envers les autres. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que forcément j'ai été élevée dans l'idée de zéro défaut, enfin zéro défaut, je sais très bien que ça n'existe pas, mais j'ai été élevée dans cet objectif-là, où en fait tout devait être à sa place, on n'avait pas le droit de bouger quoi que ce soit, et forcément après il faut grandir avec ça. Mhm. Et donc tu es maman, comme tu disais. Je suis maman, comment oui. tu mets ça, enfin comment tu arrives à prendre de la distance par rapport à tout ça avec tes enfants? Alors avec le grand, celui de 20 ans, j'ai eu, on va dire, une éducation assez stricte avec lui, mais entre guillemets, c'est-à-dire assez stricte dans sa façon de se comporter en société, toujours être poli, courtois et puis être respecté et respectable. Mais ceci dit, je suis une maman très très ouverte d'esprit. Enfin, en tout cas, je pense. Je pense pas je peux pas parler en leur nom, mais je pense que je suis une maman assez ouverte, assez cool, avec qui ils peuvent beaucoup parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas de sujet tabou à la maison, mais ils savent très bien qu'il y aurait des choses à pas aller contre. C'est-à-dire que quand on établit un contrat, entre guillemets, à la maison, je veux qu'il soit vraiment respecté. C'est une question de confiance. Mhm. Bon, en tout cas, avec le grand qui a 20 ans, pour l'instant, ça marche bien et c'est assez sympa. Donc, mon garçon, il a eu le droit de se faire tatouer. Il n'avait pas intérêt du tout à cacher ni son corps, ni sa personnalité. Mes enfants sont tels qu'ils sont et ils font le sport qu'ils veulent, ils font les études qu'ils veulent, ils font comme ils veulent. D'accord. Voilà. Donc du coup, voilà, en fait, ça a été le plus difficile dans ton parcours, a été finalement de trouver ta vraie place, qui tu étais vraiment, vu qu'on t'avait enfermé un peu dans une case de tu devais être ceci, tu devais être cela. Est-ce que quelles ressources tu as utilisées pour te sortir de ça, pour retrouver qui tu étais toi? C'est-à-dire, quelle ressource? Alors, le tatouage, tu me disais tout à l'heure, oui, ça a aidé tatouage et piercing, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, est-ce que tu as rencontré des thérapeutes? Est-ce que pour toi... Alors oui, des thérapeutes, j'en ai rencontré, parce que alors, dans cette fratrie, j'ai perdu un frère à l'âge de 35 ans d'un accident de moto, qui est décédé. Donc lui, il a eu aussi un parcours un peu atypique. Donc, faut savoir qu'en fait, il s'est toujours passé des choses assez violentes à des dates anniversaires dans ma vie. Donc, à mes 12 ans, mon frère a été incarcéré pour 14 ans de prison. Voilà, donc ça a été très violent parce que pour moi, il représentait le modèle. C'était mon grand frère, donc dans la fratrie, et puis il représentait le père absent. Donc, en fait, une deuxième fois, j'ai perdu ce pilier. Donc le premier pilier, mon père à 6 ans a disparu de la circulation. À 12 ans, le jour de mes 12 ans, mon frère disparaît de la circulation. Et ensuite, il a fallu grandir avec
c'est tous ces non-dits, parce qu'on est resté dans des non-dits, hein, de toute façon. On est resté dans des sujets tabous qu'il ne fallait pas parler à la maison. Il ne fallait pas parler de l'absence de ce frère. Dans la famille, à part mes frères et moi qui étions au courant, ma grand-mère ne devait pas être au courant. Ça veut dire qu'il fallait mentir à tout le monde. D'accord. En fait, on était formatés. Il fallait mentir à ma tante, il fallait mentir aux cousins, il fallait mentir à ma grand-mère. Tout le monde devait mentir à tout le monde. Donc à la suite de ça, après, quand il est sorti de prison parce qu'il avait un cancer, bon, c'est dramatique, mais bon, mais il faut grandir avec tout ça. Donc il s'en est sorti, et puis là, il passe son permis moto et il se fait tuer sur le coup d'un accident de moto à l'âge de 35 ans. Donc 3 jours après mon diplôme d'infirmière. D'accord. Donc encore une date anniversaire, on va dire. Je suis diplômée le 13 novembre 96 et mon frère décède le 16 novembre 96. D'accord. Voilà. Donc on avait envie de faire des choses en commun. La vie ne nous en a pas permis de faire ça. Et pareil, il fallait pas parler du décès. Malheureusement, le jour où il est décédé, j'avais rendez-vous avec mon frère chez lui et il n'est jamais arrivé. Et j'ai été la source, une fois de plus, de la culpabilité de toute la famille qu'il a dû se dépêcher sur la route parce que j'avais rendez-vous avec lui à la maison. Donc il a fallu que je porte ce poids-là en étant à peu près responsable. Mais après, j'ai appris que je n'étais pas responsable de toute façon, mais j'ai entendu plusieurs fois, mais Satan s'est dépêché de ta faute parce qu'il savait que vous aviez rendez-vous à la maison et tu sais très bien qu'il voulait toujours être à l'heure et tout. D'accord. Donc du coup, je ne le suis plus. Je me sentais coupable. Oui, je ne suis plus. Je me sens plus du tout coupable. Non. Et ça, c'est l'aide d'un thérapeute qui t'a aidé à... 8 ans après, j'ai réalisé que mon frère ne serait plus là parce que je n'ai absolument pas compris qu'il était décédé. J'ai absolument pas accepté qu'il soit décédé. Et pour moi, son absence était encore due à une bêtise qu'il avait dû faire. Il devait être en prison, il devait être parti loin. Et parce que j'ai pas voulu voir son corps. Et pour moi, c'était complètement compliqué. Ouais, c'était tout à fait compliqué. Et voilà. Au bout de 8 ans, donc au bout de 8 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la première séparation avec le père de mon premier enfant, avec le père de Yanis. Et en fait, allez hop, tu mets tes espoirs sur le père un homme avec qui tu as voulu avoir un premier enfant. Tu te dis, c'est lui avec qui je vais construire ma vie, avec qui on va peut-être se marier, avoir une maison, enfin avoir le couple, tu sais, le schéma normal d'une famille, on va dire. Et puis, il s'avère qu'une rupture sentimentale, et là, tu as tout qui remonte comme une plaque d'égout, hein, de toute façon. Hein. À un moment donné, il faut bien que tu te payes des fantômes du passé. Et là, tu comprends que finalement, ta vie de couple, t'as glissé entre les mains, mais il y a aussi que là, tu réalises que tu n'as plus non plus ton frère. En fait, tu peux en parler à personne. Parce qu'il n'y a personne, j'avais pas de personne ressource avec qui en parler, parce que j'allais me plaindre à ma mère et tout. De toute façon, elle m'aurait encore... Voilà, donc là je suis allée voir une première fois une psychanalyste. D'accord. Et en fait j'étais frustrée parce qu'elle ne me parlait pas. Elle m'écoutait, et puis d'une fois je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait dans mon dos? Elle ne fait que m'écouter mais elle ne bronche pas et ça m'a agacée. Je suis allée la voir 3 fois et j'ai dit ça ne me correspond pas du tout, j'ai l'impression de parler toute seule, donc en fait j'étais très frustrée. Et là je suis tombée dans une assez grosse dépression. J'ai fait une grosse dépression qui m'a empêchée d'aller travailler pendant 6 mois. D'accord. Et là, je suis allée voir une psychiatre parce que j'avais besoin de parler et j'avais besoin d'antidépresseurs. Parce que du coup, je remettais même mon métier d'infirmière en cause, hein, en me disant que j'étais incapable de soigner les gens puisque j'étais incapable de me prendre en charge moi-même, que je ne pouvais pas écouter la peine des autres puisque j'étais moi-même remplie de peine, remplie de souffrance. Donc là, je me suis dit, je vais arrêter mon métier d'infirmière. Une fois de plus, on m'a dit, hors de question, tu vas refaire, t'es maman d'un petit garçon, tu deviens incapable, t'as pas le droit de te permettre de déprimer. Et enfin voilà, quoi, j'étais encore la pire des pires qui puisse exister. Donc du coup, je me suis fait violence. J'ai dit, je vais continuer mon métier d'infirmière. Et c'est là que j'ai commencé le libéral. J'ai commencé le libéral. Et je me suis sentie bien, je me suis sentie épanouie et j'ai appris à regarder mon métier de façon différente parce que du coup j'allais chez les gens. Je ne rentrais pas dans une chambre, j'étais pas habillée en tenue blanche comme tout le monde. Je pouvais être moi et puis les gens m'acceptaient telle que j'étais. En fait, je trouvais des familles en fait, des familles qui avaient besoin de moi et moi j'avais indirectement aussi besoin d'elles. Voilà.
D'accord. Donc j'ai pu passer du temps. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, c'est pas pareil. À l'hôpital, tu vois, t'enchaînes. C'est pas le même type de soins. En fait, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'était pas du tout la même chose. Ça t'a aidé à te reconstruire, ça, finalement, à travers ton travail? Et m'en sauver. Oui. Mon travail m'a sauvée. Moi, j'ai pu, je ne vais pas dire sauver des vies, parce que j'en sauve pas. J'ai peut-être sauvé des âmes de détresse et de dépression. Mais par contre, j'ai pu faire des beaux accompagnements en fin de vie. J'ai pu faire des jolies choses. Oui. Et ça m'a permis de grandir, de m'élever psychologiquement et de percevoir vraiment la vie de façon très différente. Et de trouver ta place. Ouais, et de trouver ma place. Voilà. D'accord. Il faut savoir aussi que dans mon parcours professionnel, j'avais voulu aller voir où mon frère était parti en prison. Et j'avais été travailler 4 ans en prison. Je travaillais 2 ans à Fleury-Mérogis et 2 ans dans une autre prison à Avignon. Et pareil, là aussi, tu apprends beaucoup. Tu apprends beaucoup des gens, tu apprends beaucoup de la vie, tu apprends énormément, ouais. Donc le fait, finalement, la ressource aussi que tu as pu utiliser, c'est d'aller aider. D'aller, toi, de te mettre aussi au service des autres. Mais d'abord, il a fallu que je me reconstruise, donc par la psychiatre. Grâce à elle, qui était quelqu'un d'exceptionnel, grâce à elle, j'ai pu faire du libéral, j'ai pu continuer mon métier et j'ai pu avoir une perception de la vie et des choses différemment, bien sûr. Ouais. Donc, et puis après, il y a eu l'hypnose. Voilà. D'accord, ok. L'hypnose t'a aussi aidé à passer des caps ou des... Voilà. À passer des caps, oui. À passer... à réussir à mettre des points et des explications. Voilà. D'accord. Et finalement, aujourd'hui, toutes ces épreuves que tu as vécues, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quelle vision de la vie tu as maintenant? Alors, quelle vision de la vie j'ai? Je suis quand même assez... je pense que je suis quand même assez ouverte d'esprit et je suis beaucoup dans la communication. Enfin, en tout cas, j'essaye de communiquer un maximum parce que je pense que ça dédramatise beaucoup de situations et ça évite que des gens puissent s'enquister dans des non-dits ou dans des paroles qui puissent être assez violentes. Parce que des fois, on dit des mots qui outrepassent... Donc ça a changé ta façon de communiquer? Ces épreuves t'ont aidé à communiquer différemment? À communiquer différemment. Vraiment être très très ouverte et puis alors il faut dire aussi que mes tatouages aussi. Est-ce que tu peux les montrer peut-être à la caméra parce que une partie un petit peu ton bras, voilà. Enfin j'ai les 2 bras, j'ai les 2 bras, j'ai les jambes, j'ai le dos entièrement aussi. D'accord. C'est alors quand j'ai commencé à me tatouer, je me suis plus à la limite après par la suite souciée du regard de mes patients. Savoir comment ils allaient me percevoir, est-ce qu'ils allaient toujours me percevoir comme une soignante, on va dire, pas dire intègre, mais professionnelle, ou est-ce qu'on allait aussi me coller la mauvaise étiquette de la mauvaise fille, un peu, qui ne savait pas trop où elle allait planter. Alors, point de vue professionnel, je suis hyper professionnelle, je suis hyper carrée dans ce que je fais. Et en fait, quand j'ai commencé un petit peu à checker mes personnages, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu penses si je viens à me tatouer un bras? Comment tu vas me percevoir? Mais nous, on va te percevoir comme la personne que tu es parce que t'es adorable. Enfin voilà, ils ont commencé à me faire pas mal d'éloges et pas mal Ils ont parlé de moi, en fait. Ils ont parlé de moi, ils ont parlé de la professionnelle que je suis et que l'extérieur, c'est l'extérieur. Et en fait, ça fait du bien quand tu entends ça de personnes qui ont 90 ans et plus. Tu te dis, mais ma foi, ils sont bien plus ouvertes que ma propre famille et ça fait du bien. Donc, du coup, ça m'a permis d'être moi. Et j'ai commencé à me faire tatouer quand ma maman est décédée. Ma maman est décédée de la maladie de Charcot. D'accord. Et jusqu'au temps qu'elle était malade, en fait, j'avais commencé à faire ce bras-là en couleur. Parce que ce bras-là en couleur, ça symbolise mon côté enfantin et gourmand. Parce qu'en fait, je voulais un bras comme si c'était un enfant qui m'avait dessiné sur le bras. Et je le cachais. Pourtant, maman était malade. Et tu vois à quel point j'ai été traumatisée jusqu'au bout, jusqu'à son décès, où je cachais les choses. Voilà. Et une fois qu'elle est partie, alors là, je me suis lâchée, quoi. Et je m'éclate. Et je me sens bien dans ma peau. Et grâce au tatouage, j'arrive à me regarder dans un miroir. Parce qu'avant, les miroirs chez moi, c'était très compliqué. À part me coiffer, me maquiller. Mais je n'étais pas du tout des heures à me regarder dans un miroir. Croiser un miroir, je ne me regardais pas du tout dedans.
Voilà, maintenant les tatouages, ça me permet d'affirmer mon corps, d'affirmer ma personnalité. Et en rien, je suis une mauvaise personne. En rien, je suis une mauvaise professionnelle. En rien, je suis une mauvaise maman. Pas du tout. Je suis simplement épanouie et voilà, il faut arrêter les jugements par rapport au piercing, au tatouage. Et puis, on est tous... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas mal de grains de folie, ils n'osent simplement pas aller de l'avant, du peur du regard des autres. Il faut se dire qu'on n'a qu'une seule vie. Hein. Le principal, c'est d'être cohérent dans ce qu'on fait, d'avoir un brin de folie dans sa tête, mais voilà, d'être sensé quand on parle de certaines choses. Ouais. Super, merci beaucoup. De rien. De rien.